Bonjour à tous, merci d'être venus pour la deuxième représentation des pépites de VS Code et de Code4i, une session que j'avais créée l'an dernier, justement pour la Power Week. Donc depuis elle a fait un petit tour, je n'irai pas jusqu'à dire du monde, mais elle a fait un petit tour quand même, elle s'est un peu affinée, donc voilà, on va pas dire c'est une V2, il y a un peu de redite par rapport à l'an dernier, mais quand même, on a pu raffiner un peu la formule, voilà. Donc, en ce qui me concerne, ça marche? Oui, ça marche. Voilà. Donc, je suis Seb Julien. Je participe activement au développement de Code4IBMI, l'extension qui permet de faire du développement sur IBMI via VS Code. Donc, partie de ce qu'on appelle de la core team. À mes heures perdues, je travaille aussi sur d'autres sujets de l'open source, dont Jenkins, avec un petit plugin pour faire communiquer Jenkins avec l'IBMI sans trop se prendre la tête. Et en plus de ça, donc je suis champion IBM maintenant depuis 2 ans, ce qui est toujours sympa. Et je travaille désormais pour une entreprise allemande, INME Training et Consulting, depuis quelques mois. Mais en ce qui concerne VS Code, ça ne change absolument rien. Donc on va parler aujourd'hui de ces fonctionnalités que moi je trouve intéressantes, qui gagnent à être connues, qui aideront à l'utilisation de VS Code et de Code4i aussi, mais pas que. Voilà, donc sont des fonctionnalités pas forcément évidentes parce que peut-être pas forcément bien documentées, voilà, bon. Ce sont des choses qui arrivent, mais en tout cas qui gagnent à être connues. Et puis sur la doc, on s'améliore un petit peu quand même. Donc, la première chose dont je souhaite parler, c'est la synchronisation des paramètres dans VS Code. Donc là, on est sur du pur VS Code. C'est une fonction qui permet, donc via un compte GitHub ou Microsoft, de tout simplement sauvegarder vos paramètres de VS Code dans le cloud. Le cloud de qui, je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà, ça offre un espace de sauvegarde. Donc tout ce que vous avez ici, là, donc les paramètres, vos raccourcis clavier, vos exemples de code, etc., sont synchronisés par ce biais, sauf les mots de passe. Parce que les mots de passe sont quand même encryptés localement. On n'est pas des sauvages, donc ils ne sont pas sauvegardés dans le cloud. Mais à part ça, tout le reste est sauvegardé, y compris les extensions. Ce qui signifie que demain, vous avez un joli portable tout neuf. Vous réinstallez VS Code, vous reconnectez à votre compte. Vous attendez 2 secondes, pom, tout revient, y compris le paramétrage de, là pour le coup, de Code4i. Et vous pouvez aussi, suivre, si vous cherchez dans les commandes de VS Code, vous cherchez Setting Sync, Show Sync Data, vous avez une vue exprès pour ça qui vous montre en fait tout ce qui a été synchronisé, quels ont été les changements qui ont été faits dans vos paramètres. Si vous avez fait une coquille, vous pouvez revenir en arrière aussi. Et voilà, ça vous laisse voir l'historique de vos modifications et vous avez même en dessous la liste des machines qui ont participé à la synchronisation. Donc si forcément vous faites une modif sur l'autre, ça part sur l'une automatiquement et très rapidement. Et vous avez la liste ici, vous avez des logs. Bon, on va pas épiloguer là-dessus, vous voyez le principe, mais c'est très pratique quand vous avez plusieurs systèmes sur lesquels vous travaillez. Hop là. Parlant des raccourcis clavier qui, eux, sont synchronisés dans les settings, bon, c'est toujours bon de connaître ces raccourcis, ça aide pas mal. VS Code avait été pensé à l'origine pour être beaucoup utilisé plus au clavier qu'avec la souris. Et donc chaque extension, bien sûr, amène dans l'écosystème VS Code bon nombre de commandes à exécuter. Et ben, vous pouvez simplement les afficher avec le raccourci clavier, CTRL-K, CTRL-S. Et si on veut regarder Code4i, il faudra filtrer sur Code4i et je vais avoir besoin de mes 2 mains. Alors, paf, paf. Voilà, là vous avez la liste complète de toutes les commandes qui sont dans VS Code. Et si je vais sur Code4IBMI, avec les gros doigts, hop, Code4IBMI, vous avez la liste de toutes les commandes et toutes les actions qui sont amenées par Code4i. Donc libre à vous après de les redéfinir.
mais au moins vous avez une vue exhaustive de ce qui est fourni par Code4IBMI. Sachant que quand une extension rajoute des commandes dans VS Code, elles ne sont pas forcément liées à un menu contextuel, elles peuvent aussi être appelées depuis le menu F1, là qu'on appelle la palette. Et donc là aussi, si on fait du IBMI, on va pouvoir trouver tout un tas d'actions qu'on peut appeler depuis là, et sur lesquelles on peut rajouter des raccourcis clavier. Hop là. Les profils. Les profils, c'est une fonctionnalité là encore assez pratique qui vous permet en fait de définir un contexte pour votre connexion. Là, on parle de Code4i. Contexte dans le sens, vous n'êtes pas forcément super riche, vous n'avez pas forcément 36 partitions chez vous, vous allez peut-être avoir votre environnement de test et de qualif et peut-être de dev sur la même partition. Bon, mais vous n'avez pas forcément envie de créer 36 connexions dans Code4i pour la même partition. Avec les profils, vous pouvez sur une seule et même connexion définir plusieurs profils qui, eux, vont définir quelle est la liste de bibliothèques à mettre en ligne, quels sont les quoi encore, quels sont les filtres du navigateur d'objets, du navigateur IFS. Donc vraiment, vous pouvez définir votre contexte d'utilisation sur une partition et en avoir plusieurs. Et bien sûr, vous pouvez passer de l'un à l'autre assez facilement via une vue, via une vue dédiée. Et vous pouvez aussi définir des variables personnalisées, des variables de contexte personnalisées, qui, on va le voir, peuvent être utilisées notamment dans les actions. Vous pouvez également définir des profils de commande, ce qui s'appelle encore des profils de commande, qui permettent d'exécuter une commande qui est supposée changer la liste de bibliothèques sur l'IBMI, et à partir de là, après, Code4i va réanalyser le résultat de la commande, disons, va regarder la liblist à la sortie de la commande et mettre à jour la vue library list de VS Code en conséquence. Maintenant, j'ai mis en rouge, ça va changer bientôt, et ça c'est moi qui vais m'en occuper. On travaille en circuit court, hein, du producteur au consommateur, parce que à force de parler de cette fonctionnalité, je voyais que c'était pas hyper clair, hyper sympa, donc ça va changer, ça va être amélioré, mais toujours est-il que pour le moment ça existe, et c'est par ici, dans les profils. Donc après, si vous pouvez ici basculer d'un profil à l'autre, les sauvegarder, et ça changera ici, ça changera votre liblist, votre navigateur, vos raccourcis IFS. Voilà, donc vous pouvez gérer vos contextes comme ça. Et je crois pas avoir... Non, j'ai pas de profil de commande ici. Et c'est pas le moment de tout casser. Donc, on va le laisser de côté. Hop. Depuis très peu, on peut jouer avec la library list en faisant du drag and drop. Vous pouvez donc, depuis là, réordonner votre library list et même éventuellement prendre un objet library depuis le navigateur d'objets, le déposer dans la partie library list et elle sera ajoutée toute seule. Là, mettons, sur ce système, j'ai envie de rajouter hop, la lib2 et la lib b. On drag and drop, on relâche, et hop, elles vont trouver leur chemin dans la library list. Après, si je veux passer celle-ci au-dessus de celle-là, je la dépose dessus. Voilà, rien de fondamentalement fou, mais toujours sympa. Et si on veut changer la current library, on prend la bibliothèque qui nous intéresse et on la dépose ici. Donc voilà, on peut réorganiser dans la liste des bibliothèques et rajouter des bibliothèques depuis le Object Browser. Donc j'ai évoqué tout à l'heure les actions. Donc les actions, c'est encore une fonctionnalité probablement une des plus utilisées dans Code4i, ou du moins assez pratique, vu qu'elle permet par exemple de compiler, ce qui n'est pas rien. Donc les actions, vous avez bon nombre d'actions qui sont données par défaut avec Code4i, et vous pouvez définir vos propres actions. Les actions vous permettent tout bêtement d'exécuter une suite de commandes sur l'IBMI. Avec, ça peut être des commandes ILE, des commandes shell ou PAS, peu importe. Et ça peut être des suites de commandes. Une action peut exécuter séquentiellement plusieurs commandes. Chaque action supporte des variables contextuelles, des variables de remplacement. Donc évidemment, si vous exécutez une action sur un membre,
On va prendre le nom du membre, son fichier physique, sa bibliothèque, et après on a tout un tas d'autres variables de contexte, plus les variables que vous aurez définies dans votre profil. Donc, en changeant de profil, vous pouvez changer vos valeurs de variables, et vous pouvez changer la manière dont va réagir l'action. On a en plus la possibilité de définir des prompts personnalisés pour les actions, ça on va le voir tout de suite après. Et on peut aussi demander aux actions de rafraîchir le parent de la cible. Alors quand on parle du parent de la cible, dit comme ça, c'est pas très parlant, mais si par exemple j'ai une action qui va modifier la description d'un membre source, ça peut être sympa de rafraîchir la vue du membre source, histoire que la modification soit visible. Donc vous pouvez aussi demander à l'action d'effectuer ça une fois qu'elle a tourné. Donc une action, ça se définit simplement en allant en bas sur la connexion, en laissant le curseur, et en appuyant hop, sur la partie action. Donc ça aussi, ça va changer avec les changements des vues de profil, mais c'est pour plus tard. Donc pour le moment, la vue des actions ressemble à ça. Vous avez toutes les actions regroupées par type de cible, donc les membres, les fichiers IFS, les objets. Et si je clique sur une action, par exemple celle-ci, on a ici la définition de la commande et une petite liste en dessous qui définit toutes les variables que vous pouvez utiliser dans la définition de votre action, qui seront remplacées au moment où l'action est exécutée. Et même celle-ci par exemple, file attr, elle fait partie de mon profil actuel, si je ne dis pas de bêtises. Où est-ce qu'on voit les variables? Par ici. Non, non. C'est pour ça qu'on l'a refait. Voilà. Là, si je définis des variables ici, je les retrouve dans la liste qui est là. Message et file attr sont mes variables de profil. Bref, vous avez la liste ici pour ne pas être perdu. Et dessous, on peut aussi restreindre les actions sur certains types d'objets, de membres, d'objets ou de membres. C'est déjà pas mal. Donc on peut le restreindre ici, on peut séparer par des virgules si on veut qu'une action puisse s'exécuter sur divers types d'objets ou de membres, et on définit l'environnement d'exécution si on est sur de l'ILE ou du shell. Et le rafraîchissement est là, donc soit le parent de la cible, soit le filtre si on est dans l'IFS ou dans le navigateur d'objets, soit carrément tout le navigateur dans le doute. Et on peut, depuis aussi récemment, exporter le résultat de l'action, exporter la sortie de l'action dans un fichier qui sera stocké sur l'IFS, histoire de garder un historique de ce qui s'est exécuté ou de garder une trace, sachant que le nom du fichier IFS va supporter les variables contextuelles, voire en plus un petit $i qui permet d'incrémenter le numéro du fichier si on veut historiser dans le temps les exécutions. Donc il suffit de définir le chemin du fichier juste ici. Et donc je parlais des prompts, non, des variables personnalisées, les voilà. Donc ça on les a vus, je vous ai montré où elles étaient définies dans les profils. Mais donc on parlait des prompts, voilà. Donc les prompts, on peut prompter de deux manières une action. Soit d'avoir le prompt simple, j'en ai eu un à un moment donné, donc qui est en bas à droite. Soit on peut avoir un prompt un peu plus sympa, un peu plus user-friendly comme ça, tout de suite plus chouette. Donc le premier est assez simple à mettre en œuvre. Dans la définition de l'action, il suffit de mettre un point d'interrogation devant la commande à exécuter. L'autre demande d'utiliser un format un peu plus particulier où on va utiliser un $accolade et on va définir notre prompt à l'intérieur de ce $accolade. Donc, le format attend en fait un nom de variable qui est utilisé en interne, donc peu importe, hein, ça n'aura aucune incidence sur la commande. Ensuite, le nom qui sera affiché. Donc là, par exemple, sur l'exemple que je donne, le output ici va se retrouver en libellé du champ là. Et après, je peux avoir soit un champ texte, soit une liste de valeurs fixes, suivant la définition ici. Donc soit, après le nom de la variable, je rajoute une liste de valeurs possibles séparées par des virgules, ça va me faire une combo box, là, comme l'output. Soit comme c'est décrit ici, pour l'output file, si j'ai pas de valeur fixe, j'ai des valeurs libres, donc j'ai un champ texte. Ce qui se traduit dans la définition de l'action par... Hop. Donc,
Ça, c'est le prompt simple, avec le point d'interrogation. Et tant qu'à faire, on va les exécuter. Donc mettons ici, j'exécute une action. Donc là, j'ai toutes les actions qui sont applicables sur un fichier. Et là, je vais lancer print file definition. J'ai mon petit prompt en haut, là, qui est apparu. Donc je peux changer la commande avant de l'exécuter. Mais en l'état, ça me va bien. Une fois que l'action est exécutée, je peux ouvrir la sortie. Et j'ai un petit éditeur qui me permet de voir la sortie. Donc là, le spool file de DSP-FD. Maintenant, j'ai une autre action un petit peu plus sympa, avec un prompt un petit peu plus sympa, qui est le write file definition, donc il reprend ce que j'ai mis dans mon slide. Et donc ici, je définis le paramètre file grâce aux variables contextuelles, mais c'est l'outFile qui va être un champ libre, et le paramètre type, qui est ici une suite de valeurs fixes. Et si j'exécute ça, allons ici, lançons l'action, on va faire write file, voilà, j'ai mon prompt qui apparaît ici. Joie bonheur, je peux choisir mon output file, on va envoyer ça dans Qtemp, parce que peu importe, je peux choisir mon type, mais on va rester sur base attribute. Hop, voilà, et là, je retrouve bien sûr, ce que j'avais mis dans mon prompt. Donc vous pouvez définir vos actions, mais avoir quelque chose de un peu plus pratique à utiliser via ces prompts personnalisés. Et depuis récemment aussi, hop là, Teams me fait des blagues. Depuis assez récemment, on peut aussi exécuter les actions sur plusieurs cibles à la fois. Avant, c'était une par une. Maintenant, vous pouvez sélectionner un groupe de cibles, donc un groupe de fichiers, un groupe de membres, un groupe de ce que vous voulez. Tant que l'action est valide pour toutes les cibles, on pourra l'exécuter. Donc il suffit de CTRL-cliquer ou SHIFT-cliquer dans le navigateur pour faire une multisélection et ensuite de choisir d'exécuter l'action. Ce que je vais faire ici, hop, en choisissant, allez, 1, 2, 3, 4 fichiers, j'en ai un trop, on refait, hop, 1, 2, 3, 4, voilà, donc là, ça me filtre sur tout ce qui est exécutable sur un fichier. Je vais refaire, non, je vais faire un print tout simplement. Alors, on va voir en bas à droite la notification qui va m'afficher l'avancement de l'exécution, à combien j'en suis. Donc là, 4 sur 4, tout va bien. J'ouvre la sortie. La petite différence par rapport à avant, c'est que vous pouvez naviguer sur vos résultats en fonction du nombre de choses que vous aviez sélectionnées, tout simplement. Voilà, donc là, je peux voir en fonction de la cible, la sortie de mon action. Hop. Les modes de protection. Qui n'a jamais rêvé de casser la prod par erreur? Toujours sympa. Ou pas par erreur, ouais. Pas par erreur. C'est vrai. Sciemment. On a quelques moyens d'éviter les erreurs de ce genre sur des partitions qui seraient sensibles, la prod. Par exemple, alors on a divers niveaux de protection dans Code4i. On peut partir de quelque chose d'assez bas en granularité, donc on peut protéger un filtre dans le navigateur d'objets. On peut sinon définir des chemins à protéger, qui peuvent être génériques. On peut dire tout ce qui est dans l'IFS ou slash home slash très important doit être verrouillé. On peut le définir au niveau global, c'est-à-dire quand vous définissez votre connexion, vous pouvez dire bon bah là toute ma connexion c'est de la prod, on n'y touche pas. De passer en protégé, ça fait que n'importe quoi qui sera ouvert depuis cette connexion sera ouvert en lecture seule. On ne pourra pas lancer d'actions qui feront des modifications, on pourra voilà, rien modifier, comme son nom l'indique. Et donc là, par exemple, j'ai un filtre ici qui est protégé. Hop, celui-là, je le reconnais, il a son petit cadenas à côté du nom. Et si je prends un source au pif, celui-là par exemple, je ne me pose même pas la question, il est protégé. On ne peut pas vraiment faire grand-chose. Et les options sont limitées aussi en clic droit. Je peux éventuellement le copier ou le télécharger, mais c'est à peu près tout. Si je veux protéger la connexion ou définir les chemins à protéger, on va aller dans les paramètres de connexion, dans la partie source code, et en scrollant un petit peu, on a ici les chemins à protéger, donc une liste séparée par des virgules.
Ou alors ici, on peut cocher cette case et qui là mettra un verrou complet sur toute la connexion, sur toute l'interface pour cette connexion. Donc déjà, un bon moyen d'éviter les problèmes. Mais c'est pas tout. Maintenant, on peut aussi définir pour Code4i une configuration qui est au niveau système. Alors, c'est même plus l'utilisateur qui va la définir. Probablement un sysadmin, j'espère, qui va du coup peut aller créer un fichier donc dans /etc/vscode settings.json, fichier dont le schéma est défini dans Code4i. Donc si vous ouvrez ce fichier spécifiquement dans Code4i, vous pouvez après avoir du content assist. Donc si vous faites CTRL espace, vous verrez la liste des champs que vous pouvez définir dans ce JSON sans avoir à vous référer à la doc. Mais doc qui existe pour le coup. Donc il y a quelques options qu'on peut mettre ici, notamment par exemple activer le support des dates dans les membres. Dieu sait que les gens adorent les dates dans les membres. Si ces paramètres sont définis au niveau global, ils seront automatiquement appliqués à n'importe quel utilisateur qui viendrait se connecter en utilisant Code4i. Et non seulement ça va l'appliquer, mais en plus ça va le verrouiller. C'est-à-dire, c'est la capture que j'ai en bas. Là, si je vais après dans les paramètres de ma connexion, bon bah là, le support des dates est actif, et je ne peux pas le changer. Personne ne peut le changer en dehors d'aller modifier le fichier. Et pour faire le lien avec mon slide précédent, on peut activer le mode de protection et la lecture seule depuis ce fichier-là. Donc à partir de là, la connexion sera vraiment protégée. Tellement protégée que vous ne pourrez plus modifier le fichier depuis Code4i. Vu qu'en se connectant, ce sera en lecture seule. Donc là, il faudra trouver un autre moyen d'aller le faire. Bon. Mais voilà, la sécurité a un prix, ma foi. Et bien sûr, si vous créez ce fichier, gérez correctement vos accès, histoire que n'importe qui ne puisse pas aller bricoler dedans. On peut sauvegarder sous. C'est une fonction qui est basique, on va dire, dans un éditeur de texte, mais dans Code4i, quand on ouvre un membre ou un stream file, on peut faire un sauvegarder sous. Et oui. On peut, alors, il faudrait que j'aille vérifier la liste des paramètres qui est supportée dans le settings.json, mais si la variable existe, elle peut être définie, donc on pourra mettre une liste de bib ou une liste juste de fichiers dans une bib, qui seront à ce moment-là juste protégés dès que le système tâchera d'y accéder, dès Code4i essaiera d'y accéder. Ah, l'inverse, donner plus une liste blanche, non, ça c'est pas possible, mais c'est une bonne suggestion. Je vous invite à aller sur le repository GitHub pour ouvrir une suggestion. Ce sera le sujet de la session de jeudi. Je sais pas statistiquement ce qui s'est le plus trouvé. Est-ce que la sécurité était bien gérée ou est-ce que tout le monde était au l'OBJ? Là, récemment, oui, c'était la fête du sous-vêtement. D'habitude, c'est mal. Comme croiser les effluves. C'est ça, c'est ça. Mais c'est pratique d'avoir au l'OBJ partout. La version totale de la chose. Alors on va pas ouvrir un membre en lecture seule, on va plutôt ouvrir quelque chose qu'on puisse modifier pour faire le sauvegarder sous. Hop, allez, prenons celui-ci. Donc si je fais commande Shift S, je vais être invité à saisir un nouveau nom de membre. Et je peux éventuellement naviguer dans l'arborescence Q6, ici. Si je veux aller le poser ailleurs, en Qtemp src par exemple, je peux changer son nom. Hop. Ça prend un petit peu de temps, mais en principe, si tout va bien, hop là, voilà, j'ai changé. Donc j'ai pu faire un sauvegarder sous depuis mon membre source. Ça marcherait pareil depuis un membre IFS. Vous auriez le petit prompt en haut pour naviguer les chemins éventuellement. Et en parlant de navigation,
On a le fil d'Ariane au sommet des éditeurs qui lui aussi permet de naviguer dans l'arborescence, Q6 ou IFS. Donc si je reprends ici mon membre source, si je clique sur le nom du membre, je vais avoir la simple liste des membres qui sont contenus dans le fichier. Au niveau fichier, j'aurai la liste des fichiers qui sont dans la bibliothèque. Et si je clique sur la bibliothèque, mais je ne vais pas le faire parce que ça prend beaucoup de temps, ça listerait toutes les bibliothèques auxquelles j'ai accès. Mais bon, toujours est-il qu'ici, je peux naviguer pour aller ouvrir un autre membre source sans forcément avoir à retourner dans le navigateur d'objets. Donc si je veux rouvrir mon fichier Fortune, je peux le rouvrir depuis ici. Et sur l'IFS, même tarif, même punition. Hop, j'ouvre ça, je peux cliquer ici, j'aurai ma liste de fichiers. Et là, ma liste de répertoire qui est même un petit peu plus pratique en termes de navigation. Voilà. Donc juste bon à savoir, si on veut pas naviguer, si on veut pas cliquer partout. Hop. Ensuite, les téléchargements. On peut récupérer des choses directement depuis VS Code et depuis le navigateur d'objets de membres et depuis l'IFS. Donc, en ce qui concerne les membres, on peut télécharger soit un ou plusieurs membres en les sélectionnant, ou alors on va pouvoir directement télécharger tout un membre source, tout un fichier source. Depuis l'IFS, soit un fichier, soit un dossier. Donc, admettons, je veux récupérer mon fichier QRPGLESRC, je vais aller sur télécharger, je choisis l'emplacement, et dans les téléchargements ça ira très bien, hop, oui on efface tout, voilà, ici ma notif qui m'indique où est-ce qu'on en est, et une fois que c'est fini, je peux cliquer sur Open et ça m'ouvrira l'emplacement système où j'ai sauvegardé ce que je viens de télécharger. Donc, comme je le disais, c'est la même chose dans l'IFS. Clic droit, télécharger. On va ici, hop, voilà, dans Download. Il me télécharge tout et là je retrouve mon dossier IFS. Donc vous pouvez récupérer facilement des petites choses comme ça. Donc télécharger c'est bien, mais uploader avec du drag and drop c'est sympa aussi. C'est quand même un peu plus convivial, donc on peut faire ça. Alors seulement vers l'IFS et seulement depuis le navigateur, depuis l'explorateur du système vers l'IFS. Par contre, ça peut être des fichiers ou des dossiers complets. Donc là, admettons que le sympathique dossier que j'ai téléchargé, on va agrandir ça. Je veux le déplacer ici. Hop, je reviens là, je reprends mon dossier SQL. Ouh. Est-ce que je vais arriver à faire un drag and drop avec un Mac? Le suspense est intense. Non, apparemment pas. Hop. Bon. On va plutôt faire celui-là. On va y arriver. Hop, je le dépose ici. Ça envoie mon dossier et tout ce qu'il y a dedans dans mon dossier IFS. Hop, et je le retrouve ici. C'était mes données RDI et ACS. Super. Mais toujours est-il que voilà, vous pouvez uploader simplement en droppant dans le navigateur IFS. Après, on peut aussi uploader dans Q6, pas avec un drag and drop, mais on peut écraser un fichier membre si on le souhaite, simplement en cliquant droit sur le membre en question. On retrouve un membre, hop, ici, et on peut faire upload and replace. Donc là, on prend un fichier local et on remplace le contenu dans le membre source. Mais ça, c'est de manière unitaire. On ne peut pas faire en batch, avec plusieurs fichiers d'un coup. On a des fonctionnalités aussi pour, alors je les traduis directement, mais rechercher ou trouver. La différence est subtile. La recherche, donc le search, va vous permettre de chercher du contenu. Vous allez vouloir chercher une chaîne dans un ou plusieurs fichiers membres ou dans un ou plusieurs fichiers stream-file. Ça marche pour l'IFS et pour les membres. Et après, le find, lui, va plus rechercher par nom. Il va chercher un fichier, en l'occurrence, un fichier IFS avec un nom donné. Ça ne marche que pour les stream files pour le moment.
Donc, toujours est-il que si je vais dans mon navigateur d'objets, on va réduire, on va gagner un peu de place. Hop. Voilà. Donc mettons dans mon fichier la QRPGLESRC, je fais clic droit, je vais chercher dans le fichier source, on va chercher free, parce que tout le monde fait du full free, et j'aurai le résultat qui va m'indiquer, va me lister tous les membres qui contiennent le mot free avec toutes les lignes où ça aurait été trouvé. J'aurai un peu plus de chance sur l'IFS dans mon propre dossier, je pense. On va faire un search free encore, j'aurai plus de résultats. Voilà, et évidemment, si je clique sur une ligne, on m'ouvrira le document à la ligne qui m'intéresse. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la recherche, et après le find. Le find, lui, va aller chercher un nom. Donc si je cherche tout ce qui contient, qui contient SQL par exemple, tac, pareil, j'aurai la liste, c'est assez rapide, de tous les fichiers dont le nom sur l'IFS contiennent SQL. Parlons un peu de la comparaison, pour comparer du texte en l'occurrence, vu qu'on est dans VS Code. Donc la comparaison de texte, là on a des méthodes qui viennent simplement de VS Code. Donc pas amenées directement par Code4i, mais quand on veut comparer des choses dans VS Code, donc deux éditeurs entre eux par exemple, le plus simple c'est de sélectionner les deux, de cliquer droit dans le titre et de dire je compare ce que j'ai sélectionné. Rapide et efficace. On a d'autres méthodes de comparaison, moins évidentes parce que accessibles depuis la palette de commandes, qui permettent par exemple de comparer l'éditeur actif avec le contenu du presse-papier. Toujours pratique quand on veut comparer deux choses qui viennent de deux endroits différents. Ou alors sinon on peut comparer le fichier en cours de modif avec son état sauvegardé. Donc vous venez de passer 20 minutes à modifier un membre source, d'un coup vous avez un énorme regret. Vous pouvez aller faire F1 et comparer avec le dernier état sauvegardé pour voir un petit peu ce qui a été modifié. Donc là par exemple, si on va prendre ce membre là, et puis celui-ci, on va faire un contrôle-clic, clic droit, comparer. Ils n'ont rien à voir, donc évidemment c'est tout rouge, mais vous avez l'idée. Ça me compare les deux éditeurs. Si je sélectionne par exemple tout ça, je le copie dans le presse-papier, F1, on va chercher clipboard, voilà, comparer le fichier actif avec le presse-papier. Encore une fois, j'ai mon éditeur de comparaison, hurrah. Et si je casse tout dans mon fichier membre, voilà, on va chercher encore comparer, ce sera le plus simple, et comparative file with saved. Et là, j'ai la comparaison avant la sauvegarde, avant de faire des bêtises. Voilà, et encore une fois, ce sont des commandes, donc vous pouvez définir un raccourci clavier dessus plutôt que d'avoir à faire F1 et tout ça. Là, c'est avant que je fasse l'action de sauvegarder. C'est-à-dire que là, le petit rond indique que j'ai fait des modifs dans le texte. Donc, c'est avant que je rappuie sur CTRL S pour sauvegarder. Ou avant que je le ferme, effectivement. Là, il m'inviterait à sauvegarder. Voilà. Mais c'est à l'état... le dernier état propre, entre guillemets. Et après, on a des comparaisons spécifiques à Code4i. Donc pas forcément plus avancées que celle-là. Déjà, celles que j'ai montrées permettent de faire le taf, mais on peut dire, bon bah tiens, je sélectionne ce fichier, je le sélectionne pour comparaison, et puis après je vais venir ici et je vais dire, je compare avec celui que j'ai choisi. Ça permet simplement, quand on navigue, de dire, bah tiens, tel fichier, je vais vouloir le comparer, mais je sais pas encore avec quoi. Et ça permet d'aller naviguer ailleurs avec soit un membre de Q6, soit un stream file, et de comparer après derrière. Ou alors, on clique droit et on compare avec, alors soit l'éditeur actif, ça on peut le faire aussi depuis là, comparer l'éditeur actif, comparer avec un fichier IFS, un fichier local ou un membre. Auquel cas, là si on choisit FS file, il faudra taper le chemin à la mimine,
peut être un petit peu moins pratique, soit dit en passant. Voilà, donc là vous avez pas mal d'outils déjà pour faire des comparaisons efficaces dans VS Code. Maintenant, on va parler du linter RPG. Donc les linters, on en a pour à peu près tous les langages maintenant. Et donc celui-ci est pour le RPG, LE, youpi. Donc le linter, en fait, vous permet de définir des règles de style pour le code, des règles de programmation pour avoir un code joli, magnifique. Et surtout, idéalement, un code, des règles que tout le monde va vouloir suivre. Alors vouloir degré de force, s'entend bien, mais bref. L'idée, c'est quand même de les partager. Et donc, les règles du linter sont définies en JSON, encore une fois. Un JSON qui peut être édité via VS Code avec du Content Assist, mais donc qui permet de définir les règles d'écriture. Vous avez le lien vers la doc qui vous listera tout. Vu qu'il nous reste 20 minutes, ce serait long. Mais vous pouvez par exemple demander à ce que toutes les constantes soient en majuscules, ou alors pas faire de jointure en SQL, ou pas de select étoile. Ça ira pas bloquer la compilation, vu que c'est vraiment juste dans VS Code, mais par contre, dans la vue des problèmes ou dans le source même, tout ce qui ne respecte pas les règles sera souligné en jaune. Et Dieu sait qu'un programmeur n'aime pas voir des choses soulignées dans son code, donc du coup, ça attire l'attention et ça aide à remédier au problème. Maintenant, sur la question de partager les règles, tout dépend où est stocké votre projet. S'il est sur Q6, il faut créer un membre source dans un fichier source qui s'appellera VS Code, et le membre doit s'appeler rpglint.json. Dans l'IFS, ce sera la racine du dossier où tous les fichiers à l'intérieur devront respecter les règles. Et si vous faites du développement sur Git, bravo à vous, vous pouvez partager les règles directement dans le projet Git, ce qui est pratique vu que n'importe qui aura cloné le projet partagera les règles de style. Non. Il n'y a pas encore de règles avancées à ce point-là où on dirait bah, tel module qui s'appellerait comme ça doit avoir tel genre de règles. On n'a pas cette granularité-là. Ou même d'autres choses plus fines, mais non, pour le moment on n'a pas. Et si vous êtes dans Q6 et vous souhaitez modifier les règles donc pour une bibliothèque, vu que le fichier des règles se crée, on va dire, au niveau de la bibliothèque et s'applique à toute une bibliothèque, vous pouvez cliquer droit et ouvrir la configuration du linter. Si le fichier n'existe pas, Code4i proposera de le créer, ce qui est pratique. Et donc voilà, là on a un petit peu toutes les règles. Et donc si je ne respecte pas les règles et si je crée une constante en minuscule, il devrait râler. Bravo, hop. J'ai laissé des CLS, bien vu. Décidément. Voilà. Merci. Donc, voilà, la test, sur test, il n'est pas content, parce que les constantes doivent être en majuscules, et tant qu'à faire, on a aussi interdit. Il faut éviter les select étoiles, donc, bon. Voilà, donc c'est surligné, ça va dans la vue des problèmes. C'est toujours bon à prendre. Hop. Maintenant, on va parler un peu de l'extension DB2. On pourrait en parler pendant 1 heure, mais bon, on va se contenter du quart d'heure qu'on a. On a déjà un historique des requêtes DB2 qui ont été exécutées. Donc, à chaque fois que vous exécutez une requête SQL depuis Code4i, elle est sauvegardée, stockée dans un historique local par connexion. Mais c'est local, donc ça par exemple, ça ne va pas partir dans la configuration utilisateur, ce ne sera pas synchronisé. Mais toujours est-il qu'elle est sauvegardée. Donc si vous avez passé une journée sur une requête très pointue et que vous ne l'avez pas sauvegardée, mais vous l'avez exécutée, elle sera sauvegardée là. Donc c'est trié après par semaine, mois, année ou plus ancien. Semaine et mois plutôt, c'est déjà pas mal.
Hop, donc si on va ici sur la partie DB2, j'ai les grosses requêtes que j'ai exécutées. Et en cliquant dessus, on va réouvrir un fichier SQL, pardon, qui contiendra notre requête. Donc vous avez un historique local. Et en plus, non, rien à voir, c'était dans les exemples, c'est pour après. D'ailleurs, en parlant des exemples, on va les ouvrir. Tac. Donc vous avez l'historique ici pour revenir à vos requêtes passées et vous pouvez faire du ménage ou rechercher dans l'historique si besoin. Mais dès que c'est exécuté, c'est sauvegardé. Les préprocesseurs SQL. Alors ça s'appelle préprocesseur, disons plutôt des préfixes, mais dans la doc sera marqué préprocesseur. On a divers préfixes qu'on peut ajouter quand on exécute une requête SQL depuis VS Code et qui permettent de modifier la façon dont le résultat va être retourné. On va directement aller ici pour les énumérer. Hop, on va créer ça. Donc par défaut, on est d'accord, je vais faire un select étoile, j'ai mon résultat dans la vue du résultat qui est en bas. Maintenant, je peux jouer avec différents préfixes. Je peux avoir JSON 2 points, qui va, aux surprises, m'ouvrir un éditeur avec le résultat de ma requête, mais au format JSON. Donc, un tableau d'objets, chaque objet correspond à une ligne de la requête. C'est ouvert dans un nouvel éditeur, c'est toujours pratique. Et vous pouvez exécuter 2 requêtes comme ça et comparer le résultat en sélectionnant les 2 éditeurs. Avec le JSON, ça peut être sympa. Mais on a aussi le CSV. On peut faire un export en CSV, donc en CSV 2 points. On a le CSV avec dans la première ligne l'entête de colonne et ensuite une ligne par résultat du résultat 7. On va faire tout de suite de la place avant que ce soit la catastrophe. Hop. Et le suivant c'est RPG. RPG est pratique si vous bossez sur un SQL RPGLE, vous êtes en train de mettre au point une requête, vous exécutez avec ce processeur, ça vous génère une data structure qui pourra recevoir le résultat de la requête directement avec les bons types. Vous pourrez faire un select into dedans, déposer le résultat d'un curseur dedans, elle est prête à l'emploi, entre guillemets. Avec en plus la requête qui est encore copiée au-dessus. Pour le copier-coller, c'est sympa. Ça vous donne donc la data structure qui accueillera le résultat de la requête. Hop là, update. Raté. Update, donc, va m'ouvrir un résultat set, mais ici, c'est marqué en bas, il est updatable. Donc je peux cliquer dans une colonne ici et changer la valeur. J'appuie sur Entrée et c'est sauvegardé. Donc là, on peut faire du changement rapide en ligne dans le résultat des valeurs. Ça, c'est pas valide, mais hop, voilà. Donc ça met à jour directement la table depuis là. Par contre, si vous utilisez Update, il faut penser à qualifier la table. Si le nom n'est pas qualifié, ça ne marchera pas. Le résultat sera toujours en lecture seule. Après, vous allez me dire que j'ai raconté des mensonges. Donc non. Il faut qualifier la table. On a SQL qui lui permet de générer un insert into qui fera une copie du résultat qui a été généré. Donc vous avez insert into table, la définition et toutes les lignes à insérer dans la table. Et ensuite, on a le préprocesseur CL qui, lui, aux surprises, exécute une commande CL dans le job SQL qui est lié à Code4i. Donc on peut, vu que le job est persistant, on peut utiliser Qtemp. Quand vous lancez la commande, vous avez le résultat dessous, les messages qui s'affichent en bas dans le résultat set. Et ensuite, vous pouvez naviguer simplement, interroger la table. Mais ouais, donc ça permet d'exécuter une commande CL dans le job SQL. Et dernier préprocesseur, les bindings. Binding, c'est pratique, ça vous permet de définir une requête avec des paramètres, des marqueurs paramètres, et ensuite de définir la valeur de ces paramètres en écrivant donc bind, et ensuite chaque valeur séparée par un espace. Donc ça vous permet d'avoir une requête, mais de l'exécuter avec différents résultats. Donc là, par exemple, je veux interroger netstat pour voir quel est le job FTP, juste en changeant le port 21 et l'adresse 000. Donc on écrit une fois et on exécute autant de fois de nécessaire. Il faut juste se positionner sur la ligne des paramètres qu'on souhaite passer à la requête qui est au-dessus
des bindings. Bindings qui n'étaient même pas dans le slide, c'est cadeau. Le menu d'exécution DB2, simplement quand vous êtes sur un éditeur SQL, il se trouve ici avec le bouton Play. Donc vous retrouvez les opérations que vous avez dans ACS. Typiquement, on ne réinvente pas la roue, vous avez exécuté les requêtes dans une nouvelle vue. Ça, c'est assez pratique, hop, parce que par défaut, tout s'ouvre dans la même vue, mais là, je peux hop, exécuter ça et l'avoir dans des vues que je peux garder. Où il est? Là, voilà. Hop. Ça, j'ai mes résultats dans des éditeurs à part, je peux les garder de côté plutôt que de les avoir dans l'éditeur qui est en dessous, dans la section qui est en dessous. Tant que j'y suis, c'est aussi là où vous allez trouver Visual Explain, vu qu'on a Visual Explain dans VS Code. Donc là, si je l'exécute là-dedans, ce serait pas génial à mon avis. Mais toujours est-il que vous avez hop, les résultats de Visual Explain ici. Alors là, bah forcément, je fais un table scan. Mais vous avez le même genre de résultat que vous avez dans ACS. C'est juste que vous pouvez rester dans VS Code pour le visualiser, mais pour le moment, ça va être une vue arborescente plutôt que les jolis diagrammes, les jolies boîtes à flèches de Visual Explain. Mais vous aurez quand même accès aux fonctions de Visual Explain, comme générer les index, voir les index conseillés, etc. C'est à peu près tout là-dessus. Et on a aussi ouvrir en tant que notebook. Et les notebooks, ça c'est très sympa. Les notebooks, donc ça vient à la base dans VS Code de Python. Et en fait, ça vous permet d'écrire des fichiers qui permettent d'avoir à la fois du markdown pour, je sais pas, écrire des instructions, définir un tutoriel ou d'écrire quelque chose. Et en plus dessous, d'avoir dans le document des requêtes ou des commandes que vous pouvez exécuter et avoir le résultat et garder le résultat dans le document. Qui est très sympa visuellement. Et en plus, on peut faire des graphes. Oh, des graphes. Je laisse le lien vers la documentation ici. Et si je prends un notebook, donc ça peut être n'importe quel genre de fichier tant qu'il s'appelle .inb. Donc il peut être sur l'IFS, il peut être en local, il peut être ailleurs. Tant qu'il s'appelle INB, tout va bien. Donc là j'ai un mélange de Markdown, donc j'ai des titres et divers types de commandes. Donc je peux exécuter du 5250, des commandes, voilà j'ai Java, les services SQL, du SQL, et ensuite définir des diagrammes. Et on va procéder à l'exécution. Je vais tout exécuter. Donc en faisant ça, on voit tous les résultats s'affichent dans mon document. Donc le résultat du display liblist, le Java version, une requête SQL qui m'affiche les 10 plus gros objets de QGPL. Ensuite, je vais récupérer une blague de papa. Pourquoi pas. Et voilà. Après, vous pouvez définir des diagrammes. Donc là, on a un chouette diagramme camembert qui me liste combien j'ai d'objets par type, avec un tooltip. Donc la définition du diagramme se fait avec des commentaires au-dessus de la requête SQL. Donc vous pouvez donner le type de diagramme que vous souhaitez, est-ce que vous voulez afficher un titre avec, et ensuite le libellé des axes Y. Et si on souhaite cacher la requête, pourquoi cacher la requête? Pas parce que c'est secret. Donc là on a des diagrammes en barre ou des diagrammes en ligne, vous avez aussi des radars. Donc des tas de petites choses sympas. Donc pourquoi cacher la requête? Parce qu'on peut aussi exporter le résultat. Donc on va l'exporter dans IBMI, ça ira très bien. Hop, charts, save. Donc là il va me réexécuter toutes mes requêtes et il va me sortir le résultat dans un dossier HTML. Ce serait plus sympa de le voir pour de vrai. Alors, hop, et hop. Voilà. Donc là, vous avez le notebook qui a été exporté au format HTML. Alors, c'est pas de la BI, hein, on va pas commencer à faire de la BI là-dedans, mais c'est toujours sympa si vous avez un petit rapport à produire ou des choses à visualiser de temps en temps sur votre partition. Ça peut être une bonne solution. Hop, là. Tac. Get de gist. Donc on parle un petit peu des gists.
parce que donc les GIST, c'est une notion qui vient de GitHub, qui est sur GitHub d'ailleurs, qui permet d'avoir des documents, n'importe quel genre de documents qui sont stockés sur GitHub, sur votre profil. Ça peut être tout n'importe quoi, des fichiers de config, des programmes RPG, du SQL, peu importe. Un gros fourre-tout que vous avez en ligne et qui est disponible sur votre profil. Et pourquoi je vous parle de ça? Pour deux raisons. Parce qu'il existe une extension, donc GISTpad, qui permet de naviguer à travers les différents GIST que vous avez sur votre profil. Donc si on va voir ici dans VS Code, ça c'est mon petit bazar personnel. Et on peut, on va aller voir dans GitHub à quoi ça ressemble. Retour ici, voilà, ça ce sont tous mes GIST, donc ça c'est la vue que vous avez sur GitHub. Vous en faites ce que vous voulez, vous sauvegardez vos fichiers de config, des notebooks, j'ai encore des notebooks ici, parce que les notebooks peuvent très bien être des GIST aussi. Hop. Et on a aussi les, par exemple, je connais un petit gars qui connaît un petit peu DB2, qui s'appelle Scott Forsty, et qui aime bien partager des cas d'exemples SQL via des GIST. Donc là, par exemple, si on va sur la page de Scott, on va trouver tous les GIST de Scott avec ses merveilleux scripts SQL. Et donc, on peut, par exemple, aller sur un des scripts, ici, et dire, tiens, celui-là, je l'aime bien. Je vais lui mettre une étoile. Donc, l'étoile, c'est typiquement le mettre en favori dans votre profil. Bon, vous l'avez vu en ligne, vous l'avez mis dans vos favoris. Donc, maintenant, on peut revenir ici. On va rafraîchir la liste des GIST. Hop. Tac, stay current, il est. Je l'ai perdu. Il doit être par là. Age old problem, ah ouais, c'était la description. Donc il est ici. Hop, stay current. Je peux l'ouvrir directement maintenant dans VS Code et l'exécuter directement. Donc si Scott nous fait le plaisir de partager quelque chose de sympa, on peut l'avoir directement ici. Et puis moi, à titre personnel, j'aime bien avoir des fichiers d'exemple, comme je parlais du notebook tout à l'heure, je m'en servais dans mes présentations, voire même avoir un SQL RPG qui traîne, pourquoi pas. Bref, c'est votre bibliothèque personnelle et vous pouvez l'avoir directement dans VS Code. Moi j'aime bien, c'est pratique. Hop. Et hop. Voilà. On peut parler rapidement du développement local, parce qu'on entend parler de Git sur IBMI, ou juste de développer localement. Donc c'est faisable depuis Code4i, c'est même plus que faisable, c'est même encouragé, enfin ça marche bien. Comment ça se passe dans ces cas-là? Simplement, vos sources sont locales dans votre workspace VS Code, synchronisées via Git ou pas, alors ça peu importe tant que c'est local. Et je parlais des actions tout à l'heure dans VS Code. Les actions vont être définies cette fois au niveau du projet local. C'est-à-dire que si vous définissez vos actions, typiquement comment je vais construire l'appli, comment je vais la builder, quelle commande je vais appeler, vos actions font en fait partie du dossier local, font partie du repository Git. Donc n'importe qui ira cloner le projet aura les actions à lancer, et ce ne sera pas les actions génériques de Code4i. Ensuite, quand on lance une action, forcément, quand on veut compiler, il faut aller sur l'IBMI. Quand on va lancer une action, Code4i va automatiquement uploader le contenu du projet sur l'IFS et ensuite lancer les actions de compilation. Donc on passe par l'IFS à ce moment-là. Et en plus, il va faire un upload intelligent, entre guillemets. Il ne va uploader que ce qui est différent de son répertoire de travail distant. La première fois, on va synchroniser tout le projet sur l'IFS, mais les fois suivantes, si vous modifiez un fichier, il n'y aura qu'un fichier qui va être envoyé, pour optimiser un petit peu les temps de chargement. Mais après, bon, c'est pas nécessaire d'être sur Git, hein. Comme je le disais, là j'ai un dossier local avec un fichier, un programme qui est décrit localement, donc mes actions, elles, sont définies ici dans un fichier JSON. Une interface arrive, mais pour le moment elle est en JSON. Et je peux donc très bien ici choisir de lancer une action, hop, et de créer un programme SQL. Donc le fichier est envoyé sur l'IFS, on lance la commande de compilation qui supporte les chemins IFS, Dieu merci, et j'obtiens mon résultat de compilation, donc il a été
compilé avec succès, tout va bien. Voilà. Mais vous pouvez tout à fait travailler localement même sans Git. Hein. Juste si vous avez un petit projet, un petit quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'avoir un dossier sur une bibliothèque dans Q6, un fichier dans l'IFS. Ça peut être fait localement et vous pouvez travailler facilement à distance comme ça. L'extension FS, VS Code IBM IFS, ça fait 1 an à peu près que j'en parle et qu'à chaque fois je dis cette fois c'est bon, elle va sortir, mais pas encore, pas de bol. Elle est encore en pré-release. Celle-ci permet d'ajouter des éditeurs pour les objets IBMI. Donc pour pouvoir interagir un peu avec les objets IBMI. Si vous allez à cette adresse ou via ce QR code, vous irez sur le repository et il y a dans la partie release l'extension que vous pouvez télécharger et installer dans votre VS Code si vous voulez l'essayer. Elle n'est pas encore sur le marketplace, mais voilà, avec cette extension, on peut manipuler les data area, les message queues, les binding directory, les data queues. Donc j'ai dû l'installer localement et par exemple, si je vais dans ma liste d'objets, ici, je pourrais aller sur une data area de type char et changer, changer ma valeur, sauvegarder. Donc je la manipule comme n'importe quel éditeur en sauvegardant. Ça marche pour les data area, ça marche pour les programmes. Alors les programmes c'est pour visualiser, on va avoir les détails du programme par exemple, quand il voudra bien se charger. Voilà, avec la liste de ces liages aux modules et aux programmes de service. Et j'ai une data queue. La data queue, on peut voir les détails de la data queue et les messages qu'elle contient. Donc là, je pourrais envoyer un petit message qui va être envoyé et on devrait le retrouver ici par la suite. Et je peux aussi vider la data queue. Voilà, donc ça existe, bon à savoir. On va bientôt la sortir. Allez, cette fois on y croit. Le dernier slide concerne la sandbox Code4i. Alors en toute honnêteté, je ne saurais pas vous dire qui héberge ça. Peut-être Jesse Korzinski qui a mis ça en place, d'IBM, probablement. Toujours est-il que si vous accédez à cette URL, on vous demandera de rentrer une adresse email. Et ensuite, ça va générer un profil sur un IBMI qui est partagé, qui est public. Générer un profil et directement vous connecter dans VS Code. Donc si vous voulez tester quelque chose rapidement, vous n'avez pas de partition, vous voulez tester des choses, il existe POP 400, c'est très bien, mais vous avez ça. Donc si, là on va se déconnecter, hop, beaucoup trop de choses ici, voilà, je me déconnecte, on va aller là, hop, oui, spin up sandbox, il va réfléchir 2 minutes, ensuite il va me proposer d'ouvrir quelque chose dans VS Code, voilà, ouvrir dans Visual Studio, là on me dit, oulala attention, est-ce que tu veux vraiment ouvrir cette URL? Oui, VS Code aussi va me dire, oulala attention, là je fais ouvrir et ça me connecte au système Eye in the Cloud. Je connais pas le mot de passe. La connexion a été créée dans Code4i et ça vous connecte automatiquement. Vous aurez une bibliothèque, un accès IFS pour tester des petites choses. Vous connaissez pas le mot de passe, tant mieux. Le profil est valable 24 heures et ensuite il y a des chances qu'il soit nettoyé. Mais voilà, pour faire des petits essais, c'est pratique. Donc encore une fois, vous avez le QR code ici et le lien dans la présentation qui sera attachée dans Sked. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il y a beaucoup de choses. Hein. Après, on est là 3 jours. Venez me voir si vous avez des questions. Il n'y aura pas de problème. Je suis là pour ça. Eh bien, merci de votre attention. Et à très bientôt.